Bonjour, bienvenue à toutes et à tous en salle et en ligne pour ce second webinaire de la matinée. Dont le titre est Exploiter l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire pour délimiter les inondations et soutenir la calibration des modèles hydrauliques en conditions extrêmes. Avant de vous présenter la conférencière, juste un petit rappel des règles de bon déroulement. Donc, je vous invite à laisser vos micros fermés durant toute la présentation, puis inscrire vos questions directement dans le fil de discussion. Et on aura une période d'échange à la fin de la présentation, donc à peu près 15 minutes d'échange. Donc aujourd'hui, le projet présenté a été réalisé dans le cadre d'un stage postdoctoral financé suite à un appel de proposition conjoint d'Uranos et du RISC. Ça s'inscrivait entre autres dans le mandat de soutien à Focru que Uranus a coordonné pendant plusieurs années, qui a entre autres permis la réalisation de projets permettant d'alimenter le ministère de l'Environnement dans la conception et le développement et la mise en œuvre d'InfoCru. Donc, avant de présenter la conférencière, je passerai la parole à Stéphane Lajoie, qui est conseiller scientifique du risque, avec qui justement on a mené cet appel à projet et ce stage. Donc, Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour introduire cette présentation. Comme on a dit, oui, je suis conseiller scientifique au risque. Le risque qui est financé par le Fonds de recherche du Québec depuis 2019 à l'initiative du scientifique en chef Rémi Quirion, le réseau inondation intersectoriel du Québec, le risque est présent dans les 18 universités du Québec et réunit près de 180 membres réguliers et presque autant d'étudiants. Son objectif principal est de contribuer au développement de recherches transdisciplinaires de pointe sur les risques d'inondation et leurs conséquences dans un contexte de changement climatique, notamment à travers des appels à projets, des bourses et des stages. Notre mission, c'est de contribuer à la réduction des risques et de faciliter la résilience des organisations, des communautés et des individus face à des événements qui sont en voie de s'aggraver. Et nous favorisons les maillages entre la société civile, les universités par des actions conjuguées des chercheurs académiques et de différents acteurs comme les ministères, les municipalités, les organismes publics ou communautaires. Et on s'appuie sur de nouvelles connaissances en sciences et technologies, sciences humaines, sociales et en sciences de la santé pour élaborer des solutions concrètes et durables. Le risque et Ouranos, comme on l'a déjà dit, on s'est unis en 2022 pour renforcer les collaborations intersectorielles structurantes entre les chercheuses et chercheurs de divers partenaires et favoriser le développement de connaissances sur la spatialisation des inondations au service, entre autres, de la résilience des organisations et des communautés. S'appuyant sur le fait qu'InfoCru porte sur la cartographie de l'aléa d'inondation et que le risque se concentre sur l'intégration intersectorielle des connaissances liées à la gestion des risques d'inondation, les stages postdoctoraux permettaient à des chercheurs de réaliser des études ciblées en lien avec les objectifs du programme de soutien à InfoCru. L'appel portait sur le développement des connaissances et des approches pour la cartographie du risque lié aux inondations qui intègrent une meilleure compréhension de l'aléa et des contextes de vulnérabilité de l'exposition avec l'ambition que la spatialisation et la cartographie des connaissances deviennent des outils pour le passage à l'action des individus et de la société. Parmi les 2 stages postdoctoraux sélectionnés et financés dans cet appel conjoint, Risque Uranos, Claudie Ratet-Fortin de l'INRS a travaillé sur le projet Cartographie en temps quasi réel des inondations, des zones inondées à l'aide de l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire, radar et optique, avec l'appui de professeur Karem Choukmani et aussi de Richard Turcotte du MELCCFP, projet qui a déjà donné des résultats bien concrets. Merci à Claudie d'avoir accepté de venir présenter aujourd'hui les résultats de ses travaux. À vous, Claudie. Merci, Stéphane. Oui, Claudie, je vous passe la parole. Peut-être juste un bref biographie. Stéphane a déjà mentionné certains éléments, mais Claudie Raté-Fortin est associée de recherche à l'INRS, cofondatrice de l'entreprise Clean Nature, spécialisée en intelligence artificielle appliquée à l'hydrologie et en modélisation hydrologique. Il s'intéresse à l'application des principes de l'IA responsable dans la conception et le déploiement de systèmes où l'intégrité des résultats est critique. Claudie, je vous passe la parole pour une présentation d'à peu près 40-45 minutes, puis après on prendra les questions. Merci beaucoup.
Bon, et merci beaucoup pour cette belle introduction. Ça me fait, bonjour à tous et à toutes, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour vous présenter ce projet de recherche qui a été mené l'année dernière, donc sur une période d'un peu moins d'un an, de presque un an. Euh, ce travail-là a été réalisé en collaboration avec Karim Chokmani, qui est professeur à l'INRS en télédétection, et Richard Turcotte, qui est scientifique principal à la direction de l'expertise hydrique du ministère de l'Environnement. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui, évidemment, ça va toucher à des modèles complexes, des méthodes d'analyse statistique avancées, mais il n'y aura pas de formule, il n'y aura pas d'équation mathématique. Je vais vraiment rester au niveau conceptuel le plus possible, puis m'arrêter à certaines étapes que je juge importantes dans le pipeline de développement d'un modèle d'IA, puis je vais enchaîner le plus rapidement possible vers les résultats, la conclusion, puis les potentiels de développement futurs. Euh, OK. Donc, si je peux me permettre de mettre un contexte là, rapidement au projet. Donc, ça a déjà été mentionné, mais c'est un projet qui est financé dans le cadre du soutien d'Uranos au projet gouvernemental InfoCru. InfoCru s'est terminé l'année passée, donc au printemps 2025. C'est un projet qui il y avait essentiellement deux volets. Le premier volet portait sur la cartographie prévisionnelle des profondeurs et des étendues d'inondation. Donc, on peut voir sur le site Vigilance du ministère de la Sécurité publique, on a accès à ces profondeurs et ces étendues d'inondation-là pour une dizaine de bassins versants. Et le projet portait également visait à faire la cartographie des zones inondables, donc à moderniser ces fameuses cartes de zones inondables dans un contexte de climat changeant en intégrant des données récentes pour l'application réglementaire. Donc, le projet sur lequel j'ai travaillé va porter plus sur le volet 1, la cartographie prévisionnelle euh, et des étendues d'inondation. Donc, il subsiste encore quelques défis dans la cartographie des zones inondées. Puis pour bien comprendre pourquoi, il faut revenir un peu en arrière à l'étape d'observation. Donc, lorsqu'on fait les jaugeages, il y a peu de données de jaugeage en période de crue pour essentiellement deux raisons. Parce que ce sont des événements rares. Et de deux, lorsque ces événements-là se produisent, bon, ils vont mobiliser beaucoup de ressources sur le terrain. Et j'oserais même ajouter que ça peut même, dans certains contextes, devenir dangereux de jauger la rivière. Donc, le fait d'avoir peu de données de jaugeage augmente l'incertitude quand vient le temps d'estimer l'étendue des inondations à l'aide des modèles hydrauliques. Alors, euh, le besoin du ministère à ce niveau-là, c'était assez simple, c'est qu'il avait besoin, il veut accéder à des données spatialisées fiables sur l'étendue d'inondations passées et futures pour les soutenir dans la calibration des modèles hydrauliques. Donc, le cœur de la présentation aujourd'hui, ça reposait sur une question simple. Est-ce qu'on est capable de développer une méthode alternative de cartographie des zones inondées qui soit robuste, transférable au Québec et hydrologiquement cohérente? Donc, c'est précisément pour répondre à cette question-là qu'on a défini l'objectif général du projet, qui est de concevoir et développer un outil de cartographie des zones inondées à l'aide de méthodes d'apprentissage profond et de l'exploitation de données satellitaires, en l'occurrence des données radar et des données optiques, Sentinelle-1 et Sentinelle-2. Euh, donc, il y aura essentiellement deux parties à la présentation. Donc, j'ai divisé un peu la présentation en deux. Donc, la première partie va porter sur le développement d'un modèle sur des événements d'inondation qui se sont produits un peu partout dans le monde et, et le développement d'un modèle qui soit généralisable pour le Québec. Puis dans la deuxième partie, on va focuser plus sur la région d'inférence qui est le Québec. Donc, on va tester ce modèle-là sur le Québec. Et on va améliorer les performances en développant une méthode de régularisation hydraulique sur la région cible. Puis à la fin, on va valider l'approche globale. Alors, la première partie qui visait à développer un modèle qui
qui soit généralisable au contexte québécois. Donc, la première étape qu'on a faite, c'est qu'on est allé voir un peu dans la littérature si ça existait, des méthodes de suivi des inondations par télédétection. Donc, ça s'avère que oui, ça existe. Il existe différentes méthodes. C'est très classique, là, les méthodes traditionnelles qui se basent sur des seuils ou des indices de l'eau, des méthodes par apprentissage automatique dites classiques, ou le shallow machine learning, des méthodes d'apprentissage profond, puis des méthodes hybrides. Donc, celles qui ressortent du lot, c'est les méthodes d'apprentissage profond en termes de performance. Et il y a une architecture notamment qui ressort, elle s'appelle le UNet. Euh, donc, je vais la présenter plus en détail tout à l'heure. Donc, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que oui, ça a été démontré empiriquement que c'est possible de faire un suivi des inondations par télédétection. Euh, Maintenant, ce qui importe, l'élément limitant dans le développement d'un modèle d'apprentissage profond, c'est rarement le modèle en soi, c'est plutôt les données sur lesquelles le modèle est entraîné. Donc, ce qu'il fallait vérifier aussi, c'est de voir si on avait accès à une base de données d'images, d'inondations qui a été annotée manuellement, idéalement, et non de manière automatique ou semi-automatique, que cette base de données-là soit diversifiée, qu'elle ait une bonne résolution spatiale, c'est-à-dire que les pixels en soi ne soient pas de 500 mètres par 500 mètres pour faire un suivi des inondations, c'est pas idéal, et qu'il y ait un bon temps de revisite aussi sur le Québec pour avoir un bon jeu de données. Alors, ça tombe bien parce que il y a une base de données qui répond assez bien à ces critères-là. C'est un jeu de données d'inondation, de 18 événements d'inondation qui sont présentés ici par les points turquoises, qui se sont produits à travers le monde. La base de données s'appelle C2SMS, elle est hébergée par Amazon sur AWS. Et ce qui est intéressant dans cette base de données-là, c'est que on a des paires d'imagettes. Donc, on a accès pour, euh, pour chaque événement d'inondation, on a accès à une image Sentinelle-1 et une image Sentinelle-2 superposées qui sont très rapprochées dans le temps, donc de quelques heures à quelques jours. Euh, et on voit aussi la zone de généralisation qui est le Québec. Donc là, on constate que la zone n'est pas incluse dans le jeu de données d'entraînement. Donc, le fait que si on veut valider notre modèle sur le Québec, ben, on a besoin d'un deuxième jeu de données qu'on va appeler test au Québec. Alors ça, c'est un défi de trouver des données annotées d'inondation qui ont été prises la même journée où le satellite est passé sur le Québec. Mais on en a trouvé quelques-unes. Donc, c'est avec cette deuxième base de données-là qu'on va pouvoir tester le modèle sur le Québec. Donc, rendu à cette étape-là, on peut constater certains défis méthodologiques. J'ai mis les deux principaux ici. Donc là, on constate qu'il y a un décalage de domaine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on souhaite faire, c'est entraîner un modèle sur des événements d'inondation qui se sont produits un peu partout dans le monde et que la région cible, c'est le Québec, qui n'est pas incluse dans les données d'entraînement. Deuxième défi, c'est qu'il y a un décalage au niveau des modalités et des annotations dans le jeu de données d'entraînement et le jeu de données de test. Donc, les données d'entraînement proviennent de Sentinel-1 et Sentinel-2. Donc, c'est des capteurs spécifiques qui ont une résolution spécifique, qui ont été annotés par une équipe distincte avec leur propre définition d'une inondation, avec leurs propres outils. Puis le jeu de données test, c'est des images qui ont été prises, des images aéroportées, qui ont été prises par avion, par hélicoptère, qui ont une résolution différente, qui ont été annotées par le ministère de la Sécurité publique. Donc,
On appelle ça un décalage des modalités d'annotation. Donc là, à ce niveau, à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser nos deux jeux de données distincts. On va pas les combiner ensemble parce qu'ils sont pas identiquement distribués. Donc, c'est nos deux principaux défis dans le cadre du projet. Euh, donc, maintenant, avant d'analyser si d'évaluer ou d'entraîner un modèle, euh, il faut d'abord comprendre sur quoi il va être entraîné. Puis c'est un peu, c'est une étape qui est un peu laissée de côté, mais qui est vraiment importante. Donc, il y a une analyse des données qui est vraiment importante à faire dans ce cadre de ce projet-là, surtout en raison du décalage de domaine notamment. Donc, la première étape qu'on a faite, c'est qu'on a juste tracé un sommaire des caractéristiques hydroclimatiques des 18 événements d'inondation. Donc, c'est vraiment simple. Ici, on voit les 18 inondations, où ils ont eu lieu, en quelle année, combien on a d'images disponibles, le type d'inondation, la cause probable, puis le type de climat. Et on voit en bleu, c'est la zone de généralisation, qui est le Québec. Euh, et en bas, on a trois images. Donc, à gauche, c'est le Québec, c'est Gatineau. Au milieu, on a un exemple, c'est une image en Australie et l'autre en Somalie. Donc, dans ce travail-là, ce qu'on souhaite faire, c'est entraîner un réseau de neurones convolutionnels sur ces images-là. Alors, ce type de modèle-là est en mesure d'apprendre essentiellement deux grandes familles de caractéristiques, l'intensité et la texture. Donc, l'intensité des pixels, les valeurs pixel par pixel, puis la texture qui essentiellement, c'est des caractéristiques statistiques locales dans l'image. Donc, qui permet de capturer les contours, les formes, les objets, etc. Donc, ces structures-là visuelles qu'il y a dans une image vont pas dépendre nécessairement de la présence ou l'absence d'eau, mais ils vont dépendre aussi fortement du contexte physique. Donc, le type de sol, l'occupation du territoire, le type de paysage, même le régime hydrologique. Donc, rendu à cette étape-là, on peut se poser la question légitime, à savoir que si on entraînait un modèle de réseau de neurones profond sur des images acquises, par exemple, seulement en Somalie, est-ce que ce modèle-là serait en mesure de maintenir ses performances au Québec? Euh, ou autrement dit, est-ce que les structures visuelles, parce que étant donné que ces modèles-là sont en mesure d'apprendre l'intensité et la texture, est-ce que les structures visuelles qu'il va apprendre sont suffisamment compatibles avec celles du Québec pour maintenir des bonnes performances? Donc, c'est un peu pour répondre à cette question-là que l'analyse du jeu de données a été faite, que je vais présenter ici. C'est pour évaluer s'il y a une compatibilité de domaine. Donc, on veut évaluer l'adéquation du jeu de données à la tâche. La tâche, c'est d'inférer hors distribution sur le Québec. Donc, on a utilisé un jeu de données qui s'appelle HydroAtlas. Donc, c'est un jeu de données qui a été publié, je pense, dans Nature. C'est en 280 indicateurs hydro-environnementaux, bon, qui décrivent le contexte physique des bassins versants. Euh, et on a effectué des analyses statistiques pour répondre à deux questions essentiellement. En fait, dans des problèmes de machine learning, la qualité d'un jeu de données peut être discutée selon trois axes complémentaires: la représentativité, la diversité, puis l'informativité. Donc, on va évaluer ces types d'informations-là. Ça dépend de la tâche, là. Ici, la tâche, c'est d'inférer. Donc là, on va évaluer la capacité de bien représenter le Québec. Et on va évaluer aussi si le domaine est assez diversifié pour permettre au modèle de généraliser. Donc, les conclusions qui ressortent de cette analyse-là, c'est qu'on ces analyses-là suggèrent que les conditions nécessaires à une généralisation raisonnable sont réunies, mais on prétend pas qu'il y ait une couverture exhaustive, puis qu'on prétend pas non plus que c'est le jeu de données optimal pour la tâche.
mais on peut supposer que le modèle, avec ce jeu de données-là, va pouvoir généraliser raisonnablement. Donc là, on rendu à cette étape-ci, on se dit, OK, le jeu de données est correct, donc on peut continuer. On passe à la prochaine étape, qui est le modèle. Donc là, un modèle d'apprentissage profond, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup d'étapes, là, généralement qui sont présentées, là. Je vais présenter seulement 3 étapes qui sont, je pense, les plus pertinentes dans le cadre de cette présentation-là. Donc, les données d'entrée du modèle, la stratégie de division des échantillons, puis le modèle, juste passer très rapidement au modèle en soi qui est le UNet. Donc, les données d'entrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des données radar et des données optiques, donc Sentinel-1 et Sentinel-2. Euh, c'est ça. Le Sentinel-1, c'est un capteur qui est actif, donc il va émettre et recevoir un signal euh, dans une certaine polarisation. VV, dans notre cas, c'est polarisation verticale. Il émet vertical, reçoit vertical, émet vertical et reçoit horizontal. Donc, on a 2 couches d'information pour les données radar, VV et VH, à une résolution de 10 mètres. Et pour l'optique, on a 13 couches d'information. Donc, c'est des images, euh, c'est des bandes de, dans le visible et le proche infrarouge. Ce qui est bien aussi avec Sentinel, c'est il y a satellites Sentinel-1 en orbite en même temps et deux satellites Sentinel-2 en orbite en même temps, ce qui fait qu'on a un bon temps de revisite sur le Québec notamment. Donc, on a accès à une image radar aux 2, 3 jours, puis une image optique aux 2, 3 jours. Donc, un choix méthodologique qu'on a fait rendu là, c'est qu'on a décidé de ne pas fusionner ces données-là ensemble pour plein de raisons. Donc, on va entraîner 2 modèles distincts. On va entraîner un modèle sur les images radar et un modèle sur les images optiques. Donc, comme j'ai mentionné, on va avoir 2 couches d'informations pour le Sentinel-1, VVVH. En sortie, on a une classification binaire. Donc, segmentation haut, non haut. Donc, la tâche est assez simple là, dans un contexte d'apprentissage profond. Même chose pour Sentinel-2, on va avoir 13 couches d'informations en entrée. OK, maintenant la division du jeu de données. Donc, quand on développe un modèle d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond, bon, il vient toujours cette étape-là, cette étape-ci où on doit diviser notre jeu de données en 3. Donc, on va utiliser euh, certaines images pour entraîner. On va utiliser d'autres images pour valider, puis d'autres images pour tester. Donc, essentiellement, le jeu de données d'entraînement sert à apprendre les poids dans le réseau. Le jeu de validation sert à prendre des décisions concernant des hyperparamètres, concernant les critères d'arrêt, etc. Puis à la toute fin, le jeu de test sert à évaluer la confiance du jeu de données euh, de notre modèle. Alors, cette étape-là est assez importante. Donc, quand on fait une division du jeu de données, ce qu'il faut faire attention, on appelle ça le data leakage ou la fuite d'informations ou la fuite de données. C'est quand tu vas avoir un transfert d'informations entre ton jeu d'entraînement et ton jeu de validation ou de test. Donc, ce que ça fait, grosso modo, c'est que ton modèle va tricher un peu. Donc, il va avoir accès à des informations en entraînement quand il va valider ton modèle. L'impact que ça a, c'est que ça gonfle artificiellement tes performances. Et donc, ça ne reflète pas le vrai comportement du modèle hors distribution, lorsqu'il va vraiment observer des données nouvelles, indépendantes. Donc, la stratégie, idéalement, on ne voudrait pas diviser aléatoirement notre jeu de données parce que il va y avoir des fuites d'informations. Alors, ce qu'on fait ici, donc
le choix méthodologique qu'on a fait, qui est pas, il va pas régler tous les problèmes, mais c'est déjà mieux qu'une division aléatoire, c'est de faire une validation croisée. Ça s'appelle LOLO pour Leave One Location Out à 18 plis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va diviser notre jeu de données selon les 18 événements d'inondation. On va en garder 14 pour entraîner, 3 pour valider, puis 1 pour tester, puis on va répéter le processus en faisant varier le jeu de données en test, puis en validation, puis en entraînement. Donc, ce que ça veut dire, une validation croisée, c'est qu'on ne va pas entraîner juste un modèle, on va en entraîner 18. Donc, c'est un peu plus lourd en termes de temps de calcul, mais ça oblige le modèle, ça force le modèle à apprendre sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc, évidemment, les métriques de performance vont baisser versus diviser aléatoirement, mais le fait d'avoir des métriques, euh, des métriques de performance plus basses, ça ne veut pas nécessairement dire que ton modèle est moins robuste. Au contraire, il va être plus robuste lorsqu'il va être obligé d'inférer sur des nouvelles observations. Alors, c'est la validation croisée LOLO qui a été effectuée. Et donc là, vous voyez, j'ai un deuxième jeu de données, qui est le jeu de données test sur le Québec, qu'on a gardé, on a décidé de le garder séparé, de ne pas le mélanger. Alors, on va pouvoir tester 2 fois notre modèle. Une fois pour évaluer son pouvoir explicatif, puis une deuxième fois pour évaluer son pouvoir prédictif. Puis, ce qu'on va faire à la fin, c'est qu'on va comparer les deux, le pouvoir explicatif puis prédictif, pour évaluer cet effet-là de décalage de domaine. Donc, si on voit qu'il y a une chute importante des performances entre l'explicatif et le prédictif, ben là, on pourrait se re-questionner puis revenir, se re-questionner soit sur la stratégie de validation qui a été utilisée ou retourner voir un peu plus en amont au niveau du drop-out ou au niveau de certains modules qui ont été utilisés dans notre modèle. Augmenter, transformer nos données d'entrée pour diversifier notre jeu de données pour aider le modèle à mieux apprendre hors distribution. Donc, ici, je présente rapidement le modèle. Ça s'appelle UNet. C'est une architecture qui s'appelle UNet, qui est à gauche, parce que, ben, elle s'appelle UNet parce que c'est en forme de U. Donc, il y a plein de transformations non linéaires qui sont appliquées sur les images. Donc, on voit, dépendamment de la couleur de la flèche, ça équivaut à des différentes étapes de transformation non linéaires qui sont appliquées sur l'image. Euh, et le backbone, c'est un peu la structure interne d'un modèle. Donc, le backbone qui est utilisé s'appelle ResNet 34. 34 parce qu'il y a 34 convolutions dans l'architecture. ResNet pour Residual Network. Euh, donc, l'innovation derrière ce modèle-là, c'est des gars de Microsoft qui ont développé l'architecture en 2016. C'est l'ajout de connexions résiduelles, dans le fond. Donc, ces connexions résiduelles-là, c'est vraiment simple, c'est d'ajouter la valeur identité après les transformations non linéaires. Donc, ça résout des problèmes de convergence dans des réseaux profonds, notamment. OK, donc, on a notre modèle, on l'a entraîné sur nos 18 événements d'inondation. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les résultats des performances explicatives. Donc, on n'est pas encore au Québec, on reste encore dans nos 18 événements d'inondation. À gauche, vous avez des résultats pour Sentinelle-1, puis à droite pour Sentinelle-2. Et donc, les performances ici sont reflétées au travers d'une métrique qui part de 0 à 1, c'est l'intersection sur l'union. Donc, plus on se rapproche de 1, mieux c'est. Et là, vous voyez il y a 18 points à gauche parce qu'on a 18 modèles. Il y en a 18 pour Sentinelle-2 aussi parce on a 18 autres modèles parce qu'on a fait une validation croisée. Euh, donc, on voit qu'il y a quand même une variabilité là, dans les performances, tout dépendant sur quel événement d'inondation on va tester.
Mais rendu à cette étape-ci, il faut faire attention de ne pas rapporter uniquement la meilleure valeur de performance parce que on appelle ça un biais de sélection, le cherry picking des performances. Donc, c'est quand on rapporte seulement la meilleure valeur de performance dans ce cas-ci. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder nos 18 modèles quand même pour Sentinel-1, puis nos 18 modèles Sentinel-2. Donc, on voit, les métriques sont moins bonnes, évidemment, que si on avait juste pris le meilleur modèle. Mais encore une fois, ça va nous permettre de mieux généraliser hors distribution. Donc, les métriques de performance sont présentées en bas à droite. Donc, c'est assez bon, là. C'est raisonnable comme performance. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on est rendu à la partie 2. On s'en vient au Québec. Donc, c'est notre région d'inférence. Donc là, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce modèle-là au Québec pour voir ce que ça donne. Donc là, ici, je répète, pour tester notre modèle au Québec, il nous faut un deuxième jeu de données test au Québec. Donc, on a réussi à trouver des vérités terrain, donc des images d'inondation à noter et qui ont été prises le même jour où le satellite Sentinel-2 est passé. Malheureusement, pour Sentinel-1, il y a un jour de décalage. Sentinel-2, on en a aussi. Ça tombe exactement la même journée qu'il y a eu la notation. Donc, ces jeux de données-là couvrent la rivière Chaudière et une partie de la rivière des Outaouais puis la rivière Rouge. Donc, rapidement, ici, ce qu'on voit, ce qui est encadré en rouge, c'est comment le modèle UNET performe au Québec. Donc, comme j'ai dit tantôt, ce qui est bien rendu à cette étape-ci de faire, c'est de comparer les deux les métriques de performance, voir s'il y a une chute importante. Donc, là, on voit qu'il y a une chute, mais la chute n'est pas trop marquée. Donc, c'est bon signe, là. C'est signe que notre modèle il est quand même capable de généraliser au Québec. Et si on regarde visuellement ce que ça donne, parce que pour l'instant, on voit des chiffres, mais le visuel, ça l'aide aussi. Là, ici, je mets un exemple qui met de l'avant les limites de la télédétection optique. C'est lorsqu'il y a une obstruction par la couverture nuageuse. Donc, vous voyez, à gauche, on a une image d'inondation, mais il y a un nuage par-dessus. Donc, au milieu, en bleu, on a la vérité terrain, entre guillemets. Donc, c'est les zones inondées délimitées par interprétation visuelle. Puis à droite, en jaune, les sorties du modèle UNET. Donc, on voit qu'il y a des trous aux endroits où il y a des nuages. Deuxième exemple aussi qui montre un peu les limites du modèle UNET, c'est l'obstruction lorsqu'il y a une mixité spectrale. Donc, il y a aussi la limite au niveau des bordures de détection. Puis lorsqu'il y a aussi une obstruction par la végétation, lorsque l'eau, parce que ce qu'on détecte avec les satellites, c'est l'eau qui est directement visible. Donc, s'il y a une obstruction, soit par un nuage, par la végétation, ben, le modèle ne pourra pas le voir. Donc, ici, c'est un exemple où un- le modèle a de la misère à se coller à la vérité terrain. Donc, la deuxième étape, c'était d'améliorer les performances, justement, d'améliorer la cohérence hydrologique en développant une méthode de régularisation hydraulique. Alors, la méthode de régularisation est présentée ici. Donc, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Le modèle, donc là, le modèle s'appelle maintenant HydroUNet. C'est pas le nom le plus original. Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'en faire part. Mais pour l'instant, c'est ça. Le modèle final s'appelle HydroUNet. Euh, et donc, comment que ça fonctionne? Donc, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est les sorties du UNet qui génèrent l'eau libre. L'eau libre, par définition, c'est en télédétection. C'est l'eau qui est directement visible par le satellite. Donc, il n'y a pas d'obstruction par la couverture nuageuse, par la végétation, par des bâtiments. Alors,
on a calculé une métrique qui s'appelle le hand, qui est la hauteur au-dessus du point de jaugeage le plus élevé. Donc, pour calculer cette métrique-là, qui est quand même assez connue dans la littérature, on a suivi les guidelines du gouvernement des Ressources naturelles Canada pour calculer cette couche d'information-là à une résolution de 10 mètres. Ce qu'on a besoin pour calculer le hand, c'est le modèle numérique d'élévation, la direction d'écoulement, puis un shapefile de l'eau permanente. Puis ça va mesurer dans le fond la distance verticale entre le pixel et le point de drainage le plus proche. Le point de drainage étant l'eau permanente qui est fixée à 0. Donc, à partir de notre sortie du UNet et du AND, on croise les deux informations, les superpose ensemble, puis on va effectuer une régularisation spatiale de manière itérative. Donc, on va évaluer euh, si chacun des pixels, si les pixels répondent à deux critères spécifiques, s'ils sont cohérents, s'il y a une cohérence topographique et s'il y a une connectivité hydraulique. Donc, si les pixels satisfont à ces deux critères-là, alors on va les reclassifier comme étant de l'eau. Et on va répéter le processus avec les pixels adjacents suivants de manière itérative. Ce qui va nous donner en sortie une nouvelle couche d'eau, mais de zones inondées prédites. Alors, si on regarde... Ah oui, c'est ça. Donc, c'est les zones inondées prédites. Alors, si on regarde un peu ce que ça donne, rapidement, juste présenter quelques chiffres. Évidemment, il y a une augmentation des performances, donc c'est bon signe. Euh, Surtout au niveau de la sensibilité. Donc, la sensibilité reflète les taux de faux négatifs. Donc, si on a moins de faux négatifs dans un contexte de suivi d'inondation, on va être content. C'est parce qu'en fait, les faux négatifs, ça serait les zones inondées non détectées par le modèle. Donc, on veut réduire idéalement les taux de faux négatifs. Donc, visuellement, ce que ça donne, donc j'ai remis l'image que j'avais présentée tout à l'heure et là, j'ajoute en vert les prédictions du nouveau modèle. Donc, on voit que les trous qui étaient présents à cause des nuages sont, entre guillemets, patchés. Donc, on a restitué l'eau de manière cohérente hydrologiquement. Donc, dans mon deuxième exemple aussi, donc en vert, on voit que ce nouveau modèle-là se colle plus, euh, se colle plus à la vérité terrain, mais on voit, ici seulement un exemple où le modèle a de la misère, on voit qu'il reste encore, est-ce que vous voyez ma souris? Non. Qu'il reste encore du bleu, là. Tu sais, le modèle se colle pas parfaitement à la vérité terrain. Donc, l'étape qu'on a fait par la suite, c'était de s'intéresser à savoir où sont ces erreurs-là. Donc, où sont situés les faux négatifs, où sont situés les faux positifs, puis les croiser avec l'occupation du sol pour savoir si ben, ils sont plus situés en milieu forestier ou en milieu bâti. Encore une fois, dans un contexte de suivi d'inondation, ben, idéalement, on voudrait limiter les taux de faux négatifs en milieu bâti. Donc là, ce qu'on peut voir ici, en bleu, c'est les pixels bien classifiés. En jaune, c'est les faux positifs. Et en rouge, les faux négatifs. Donc, encore une fois, les faux négatifs, c'est les zones inondées non détectées par le modèle. Donc, en croisant avec l'occupation du sol, on constate que ces faux négatifs-là se concentrent presque exclusivement en milieu forestier, donc ça, c'est bien. Si on regarde les faux positifs, euh, évidemment, il y a les faux positifs qui vont se retrouver en bordure. Donc, il y a une limite de détection aussi, là, et puis il y a une mixité spectrale en bordure, donc c'est normal. Euh, Donc, les faux positifs sont un peu plus répartis là, en termes d'occupation du sol, mais il faut se rappeler que le nombre total est vraiment très faible. Donc, on n'a pas beaucoup de faux positifs de manière générale. Donc, une répartition
en milieu forestier, milieu bâti, mais euh, c'est relatif au nombre total. Puis il y a aussi un élément qu'on a voulu regarder de plus proche, c'est le fait que ce nouveau modèle-là, le HydroUnet, génère des faux positifs en plus. Donc, ce qui est étonnant, en fait. Donc, on est allé voir où se situaient ces faux positifs-là générés par le modèle HydroUnet. Donc, et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont localisés généralement en zone densément forestière. Et ce qu'on peut suspecter, c'est que c'est possible aussi que ce soit des zones inondées qui ne sont pas annotées. Et là, on en revient donc encore une fois à notre jeu de données de vérité terrain, puis on peut se questionner à savoir est-ce que c'est la vérité terrain est certaine et à 100%. Ce qu'on constate dans la littérature, c'est aussi documenté dans la littérature, c'est qu'il y a des limites en termes de cartographie des inondations, quand c'est fondé sur une interprétation visuelle, c'est parce que c'est normal si l'eau était en dessous d'un couvert forestier dense, c'est possible que la personne qui a fait la notation n'ait pas vu l'eau. Donc, il faut garder à l'esprit que la vérité terrain aussi est bruitée un peu, là. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, c'était pour le modèle Sentinelle-2. Pour le modèle Sentinelle-1, qui est le radar, c'est un peu plus facile à valider quantitativement parce qu'il y a une journée d'écart entre la validation terrain et le passage du satellite. Donc, ce qu'on peut faire quand même, c'est de regarder, de comparer le modèle avec un produit qui est accessible gratuitement sur le site du gouvernement du Québec, le site de Données Québec. C'est le produit de Dromadaire Géo-Innovation qui est au milieu. Alors, à gauche, on a la vérité terrain, mais il y a une journée d'écart. Donc, la vérité terrain qui le 21 avril 2019. Puis, en bleu, on a deux modèles différents qui ont inféré sur la même image, donc Sentinelle-1, euh, qui a été acquise le 22 avril 2019. Donc, ce qu'on peut voir de manière visuellement, parce qu'on ne peut pas le quantifier parce qu'il y a une journée d'écart, mais on peut voir que le modèle de HydroUnet semble. On peut supposer qu'il performe mieux que le produit qui est disponible sur le site du gouvernement du Québec. OK, donc en conclusion, dans le cadre de ce projet-là, on a pu développer deux modèles HydroUnet qui sont entraînés, un sur Sentinelle-1 des images radar et l'autre sur des images optiques. Il y a un pipeline qui est fonctionnel qui te permet d'inférer des images historiques, mais uniquement sur les régions qui ont été étudiées dans le cadre du projet. Donc, on parle de la rivière des Outaouais, la rivière Rouge, puis la rivière Chaudière. Euh, donc, en cours, on est en train de faire valider la méthode par les pairs. Donc, il y a deux articles qui ont été soumis. Et en termes de recommandations futures, évidemment, ça serait possible d'intégrer d'autres municipalités ou régions. Il suffirait de déployer la méthode de régularisation dans d'autres régions du Québec. Et ce qui serait intéressant aussi, ça serait de développer un pipeline qui est vraiment spécifique à un suivi en temps quasi réel. Donc, de se brancher sur l'API de Copernicus, d'attendre qu'il y ait des nouvelles images de disponibles. Dès que l'image est disponible, on le pousse dans le modèle, puis on a accès à des cartes de zones inondées. Puis, on a un bon temps de revisite sur le Québec parce qu'on a une image aux 2-3 jours pour Sentinelle-1, puis une image aux 2-3 jours pour Sentinelle-2. Mais la limite, il y a une limite quand même pour Sentinelle-2, c'est que euh, ben, quand il pleut, il y a des nuages. Donc c'est pas idéal pour faire un suivi vraiment en temps réel là, des inondations. C'est la limite de Sentinelle-2 qui est optique. Donc, mais le radar, lui, pénètre les nuages. Donc, et on permet d'acquérir des données, des images le jour et la nuit.
Donc, ces deux capteurs-là sont très complémentaires. Euh, et je me permets aussi de conclure au niveau méthodologique. Donc, à la lumière des intervalles de temps qu'il y a entre la vérité terrain et le passage du satellite, même si on a comparé euh, des images sur la même journée, mais la vérité terrain n'a pas été prise à la même heure. Donc, on ne compare pas nécessairement des pommes avec des pommes. On essaye, on du mieux possible, mais il y a un intervalle de temps là, entre la vérité terrain et le passage du satellite. À la lumière aussi des incertitudes qu'il y a dans les observations de zones inondées et du fait qu'on a contraint notre modèle, on effectue une validation très contraignante par validation croisée, on peut conclure que les modèles performent bien hors distribution, euh, qui sont en mesure de généraliser de manière raisonnable sur le Québec. Et on voit même qu'une amélioration assez marquée au niveau du produit qui est disponible actuellement, qui a été développé par Dromadaire Géo-Innovation. Donc, rapidement, je tiens à remercier Marco Brown et Blaise Gauvin-Saint-Denis qui ont participé au projet, qui ont fait un suivi avec nous l'année passée. Et encore une fois, le financement, c'est un projet qui a été financé au travers du programme InfoCru. Et je tiens encore une fois à remercier Karim Chogmani, Richard Turcotte euh, pour leur belle collaboration. Et je vous remercie de votre attention. On va avoir du temps pour des questions. Si vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez avoir accès à la présentation en format PDF. Ça va me faire plaisir de vous la transmettre. Ben, merci beaucoup. Puis oui, le webinaire sera aussi disponible en rediffusion accessible sur le site d'Ouranos les prochaines semaines. Peut-être ouvrir les questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions de notre côté. David, oui. Ouais. Merci, c'est une super bonne présentation. J'ai 1000 questions. La première, je ne les pose pas les 1000, mais la première, c'est quand on couple le UNet avec le modèle AND, c'est-à-dire, ce serait pas plus simple de juste prendre de l'altimétrie avec AND, tant qu'à faire ça? Quand on coupe le modèle, excuse-moi, Dans le fond, tu mélanges l'information qui vient de ton UNet avec un modèle AND de niveau d'eau. Mhm. Et donc, tant qu'à utiliser l'information de niveau d'eau, ce serait pas plus facile de partir avec une mesure altimétrique par imagerie satellitaire, puis OK. ensuite brancher la haine là-dessus, dans le sens où c'est quoi la plus-value du modèle optique, mettons, une fois qu'on applique haine. OK. Donc, si j'ai bien compris ta question, c'est un peu à savoir à quelle étape intégrer cette information-là de la bathymétrie. Donc là, dans notre cas, nous, Pas la bathymétrie, l'altimétrie. Fait que tu une mesure de la hauteur d'eau satellitaire. OK. Euh, donc, dans ce cas de ce projet-là, donc, on a intégré le hand à l'étape de post-inférence. Donc, c'est à la toute fin. Donc, on a développé un modèle UNet. Et à l'étape d'inférence, on ajoute cette information-là. On appelle ça l'information physique. Donc, euh, il y a plusieurs niveaux d'intégration qui sont possibles. Ça peut être à l'étape d'observation. Notamment dans la littérature, il y a certains travaux qui ont intégré, par exemple, le DEM ou le HAND euh, dans les données d'entrée. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est du physics inform, mais à l'étape d'observation et non à l'étape de post-inférence. La limite ben, ça peut donner des bons résultats aussi. Mais là, dans le cadre du projet de 1, c'était pas dans le mandat de d'aller chercher ces informations-là pour les 18 événements d'inondation à travers le monde. On n'avait pas cette information-là. Puis de 2, c'est que si on intègre euh, s- des informations physiques à l'étape d'observation, c'est que le modèle en soi va quand même être contraint à apprendre dans le domaine qui lui est fourni en entrée. Je sais pas si
C'est pas... Ouais, je pense que je sais, mais je t'ai posé la question une autre fois. Merci. OK. Plus clairement. Peut-être il y a d'autres questions dans la salle. Oui, Blaise. Oui, merci Claudie, très belle présentation. Comme tu as entraîné deux modèles, un sur Sentinel-1, un sur Sentinel-2, est-ce que ça soulève la question s'il n'y aurait pas aussi une stratégie d'ensemble à faire à la fin, sans nécessairement réentraîner sur la combinaison des images, mais de dire on a deux modèles, comment on peut les combiner pour les utiliser les deux en même temps? Peut-être aussi avec N qui suit tout ça, là. Donc, est-ce que tu as réfléchi à comment combiner les sorties de ces deux modèles-là? J'ai réfléchi à une stratégie de combiner au départ la fusion de données. Et ça, c'est assez compliqué, donc on a mis ça de côté. Mais à la toute fin, c'est un bon point. Ça pourrait être. J'ai pas vraiment réfléchi à une stratégie qui permettrait de les combiner ensemble. Donc, l'avantage d'avoir développé deux modèles, c'est justement de pas devoir attendre euh, que les deux satellites passent au même moment ou sur le Québec pour pouvoir inférer. Donc, là, on a deux modèles distincts. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les radars et optiques en même temps. Donc, ça, c'était pas mal l'avantage principal. On a en ligne Monsieur Landry. Oui, merci. Le son est bon, ça passe? Oui, c'est bon. Good. Euh, Claudie, on parlait de la rivière Chaudière puis de la rivière Rouge. Je connais ces deux rivières-là comme étant nord-sud. Est-ce que c'est la raison qui t'a amené à choisir ces rivières-là, entre autres? Non. J'ai été contrainte de choisir les rivières où j'avais un jeu de données test qui me permettait de valider le modèle en soi. Donc, OK. c'est vrai parce que ce projet-là, c'est vraiment enchaîné sur une période assez courte. On est allé chercher des jeux de données test où on avait une vérité terrain et où cette vérité terrain-là euh, concordait avec le passage du satellite. Donc, ça a donné que c'était ces régions-là, spécifiquement. Point. Il n'y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Et ça a été quand même assez compliqué de trouver une vérité. Un jeu de données test là, au Québec, je vais avouer. Là. OK, good, merci. Il y en a une autre question dans le fil de discussion sur en fait, les cartes d'inondation de nouvelle génération sortiront au 1er mars, sont de même nature que votre modèle. Avez-vous participé au développement de ces cartes? Une question. Les cartes de zone inondable? Oui, Oui, mais ça n'a pas. Oui, j'ai participé, mais pas vraiment pas dans le cadre de ce pas projet-là. dans le cadre de ce projet-là. Parfait. Puis sinon, ben, comment les surfaces inondées par des crues jamais observées sont-elles ou seront-elles extrapolées? C'était une autre question. C'est le défi là, de l'IA, ça. Oui. C'est moi qui a posé cette question-là, mais c'est ça. Samuel Bourret. C'est qui? Oui, c'est l'enjeu de. Ben, en fait, c'est dans le fil de discussion, Samuel Bourret, mais oui, c'est sur la question des données. Je peux peut-être donner un petit peu de contexte, là. Oui, Tu sais, moi, oui. ouais, je suis ingénieur en hydraulique, puis tu sais, moi, je vais être chargé d'utiliser les cartes de zones inondables, les interpréter, puis tu sais, faire des recommandations aux municipalités pour leurs infrastructures, etc. Donc, je me demande, dans le fond, si les cartes, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet des cartes nouvelle génération du Québec. J'ai l'impression que c'est développé un peu euh, selon les mêmes fondements ou par intelligence artificielle. Ah, Donc, non. là, je crois que Richard Turcotte est présent. Parce que là, Richard est là. Il peut vous en parler plus en détail. Hein, Richard? Je ne sais pas si tu voulais dire un mot. Ouais, ben oui, je peux dire quelques mots et j'irai pas dans les détails, mais tu sais, il faut comprendre dans le processus qu'ils mettent à une cartographie des zones inondables, on a besoin des données observées hein, de différents types, la topographie, les historiques, puis des informations sur les événements d'inondation. Ces informations-là, ben, ça permet de caler des modèles
et donc des modèles hydrauliques notamment, puis ensuite d'extrapoler grâce à ces modèles hydrauliques-là. Donc, c'est les modèles hydrauliques qui à la fin synthétisent l'information qui vient des données pour extrapoler. Donc, essentiellement, il y a beaucoup de parties dans la cartographie des zones inondables qui consistent à déterminer ce qui est probable d'arriver puis qu'on n'a pas nécessairement observé. Donc, c'est clair qu'un projet comme celui-ci, l'objectif, c'est de le voir alimenter l'information sur les événements. Donc, mieux les connaître et donc mieux les observer de façon à faire des meilleurs modèles d'hydraulique. Le projet est quand même assez récent, là, Claudie l'a dit, l'a réalisé à peu près en une année. On est dans un test de concept. Il y avait beaucoup de nouveautés à amener. Ce projet-là est, à mon avis, très porteur pour l'avenir. J'imagine qu'un jour, on va pouvoir se constituer avec des approches comme celle-là, des banques d'événements, d'observations, en fait, finalement, qui seront déduites de la télédétection et des méthodes d'apprentissage profond. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose qui un jour va pouvoir servir de plus en plus dans la détermination des zones inondables. Vous devinez qu'il y a des méthodes aussi traditionnelles d'observation, c'est plutôt celles-là qui sont utilisées actuellement, puis on est en train d'ouvrir, grâce à du travail comme celui-là, un chemin vers des méthodes nouvelles qui vont venir bonifier l'information sur les événements. Merci Richard pour la précision. On arrive à la fin du webinaire, il est presque midi, donc encore merci Clotilde pour la présentation. Merci aussi pour vos questions en salle et en ligne. Puis restez à l'affût des prochains webinaires d'Ouranos, donc dans 2 semaines, toute la programmation est disponible sur notre site internet. Puis vous pourrez aussi revoir le webinaire de ce matin dans les prochaines semaines. Donc merci beaucoup et bonne journée.